Alors, bonsoir chers amis, bonsoir à tous. Cette vidéo que je vais commencer aujourd'hui va se synthétiser en 3 parties. Et cette vidéo va nous permettre de revoir un peu les fondamentaux de la démocratie, la base de la démocratie que nous allons enseigner à nos militants afin qu'ils puissent disposer d'arguments pour pouvoir débattre avec certains adversaires, avec certains jeunes dans les quartiers, dans les villages, là où nous voulons apporter les notions de démocratie. Parce que souvent, nous parlons de politique, de démocratie sans connaître le minimum, sans connaître la base, sans donner des outils à nos militants pour pouvoir se défendre sur le terrain. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'employer à dispenser ce que j'ai acquis comme connaissance en politique pour que ceux qui vont militer au sein de ce mouvement puissent avoir un petit bagage pour avancer. Et nous allons aussi demander à certaines personnes qui appartiennent à ce mouvement de nous donner aussi, de partager leurs connaissances que nous allons enregistrer sur les vidéos que nous allons partager pour nos militants. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est valeurs de la démocratie, valeurs de la République. Ce test va se diviser en 3 parties. Aujourd'hui, nous allons traiter la première partie. La première partie, c'est de faire un peu l'histoire de la démocratie, l'histoire de l'apparition de la démocratie au sein de notre société. Avant de parler de la démocratie, nous allons revisiter un peu tout ce qu'il y avait comme régime dans la Grèce antique et tout ce qui composait cette région. Nous allons comparer ces régimes des occidentaux dans le temps et les régimes africains dans lesquels nos parents, nos aïeux ont vécu pendant des décennies, pendant des siècles, avant de connaître aujourd'hui la démocratie. Alors, en première partie, nous allons parler des différents régimes qui existent et qui existaient dans le temps. Alors, les différents régimes que toute société a dû connaître en Occident, nous avons la monarchie, l'oligarchie et nous avons aussi le régime, le troisième régime, pardon, l'aristocratie. Donc, si je reprends bien, nous avons 3 régimes principaux en Occident dans le temps passé et même des régimes qui continuent aujourd'hui. Nous avons la monarchie, comme je l'ai dit, l'oligarchie, en deuxième régime, pardon, et en troisième régime, nous avons l'aristocratie. Alors, comment définir la monarchie? La monarchie, c'est un régime politique dans lequel le chef de l'État est un monarque ou un roi qui a son pouvoir qu'il acquiert par hérédité, c'est-à-dire de père en fils. Donc, le monarque, qui est le chef suprême, le chef de l'État, est un roi qui tire sa souveraineté par hérédité. Donc, on est roi de père en fils. Dans le régime monarchique, nous avons 3 sortes de subdivisions. Nous avons la monarchie absolue. La monarchie absolue, c'est le roi qui exerce lui-même son pouvoir. Il le détient. Il détient le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc, le roi exerce directement sa souveraineté sans intermédiaire. Ensuite, nous avons la monarchie parlementaire. La monarchie parlementaire, le roi nomme une personnalité qui le représente au niveau du Parlement. Et le roi est là pour assurer la continuité des institutions, pour être le garant des institutions. Et cette monarchie parlementaire, elle s'incarne aujourd'hui à travers le Royaume-Uni,
à travers l'Espagne. Ensuite, nous avons la monarchie constitutionnelle. La monarchie constitutionnelle consiste pour le roi ou le monarque à exercer sa souveraineté soit par élection ou par hérédité. Et ce dernier admet dans sa société, dans sa gouvernance, une constitution qui limite son pouvoir. Une constitution qui lui permet de gérer sa royauté ou sa monarchie. Et cette constitution limite le pouvoir du roi ou du monarque. Nous avons comme exemple le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède, qui ont une monarchie constitutionnelle. Après avoir étudié les différentes formes de monarchie, nous avons le troisième régime qui s'exerçait dans le temps et qui consistait à gouverner par un roi. On appelle l'oligarchie. Ça, c'est le deuxième régime que nous allons étudier. Qu'est-ce que c'est que l'oligarchie? L'oligarchie est un régime dont la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée. Exemple, dans le temps, nous avons connu l'oligarchie stalinienne, qui est incarnée par une classe de personnes restreintes qui ont tous les privilèges sur la population. Ça peut être un groupe d'avocats, ça peut être un groupe d'agriculteurs, ça peut être un groupe de juristes, ça peut être un groupe de terriens. Ces gens forment une classe bien serrée, bien soudée, qui gouverne le pays et qui ne partage aucun pouvoir avec le reste des membres de la société. Donc, l'oligarchie est un régime dont la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée. Ensuite, nous avons un autre régime qui était très répandu, particulièrement en France, au temps des classes de nobles. Après les rois, il y avait la noblesse qui avait pris la place. On les appelle l'aristocratie. Qu'est-ce que c'est que le régime aristocratique? Le régime aristocratique est un régime politique sur lequel une élite appelée les meilleurs, aristos, ce sont les meilleurs de la société qui se donnent le pouvoir, donc cratie, le pouvoir, qui détiennent tout le pouvoir au sein de la société. Nous avons des castes, comme en Inde, nous avons la noblesse, comme dans le temps en France, où la classe sociale riche financièrement ou diplômée, élue ou représentant minoritaire, gouverne le pays dans lequel se trouve ce régime. Et nous avons vu que ce régime, comme tous les deux premiers que je viens de citer, que nous appelons l'oligarchie, que nous appelons la monarchie, il y a une chose en commun, c'est que le pouvoir appartient soit à une personne, soit à une élite, soit à un clan qui gouverne et qui ne partage pas son pouvoir avec le peuple. Partant de ces trois régimes, je ne peux pas parler d'autres régimes appelés la tyrannie, l'autoritaire, qui s'incrustent aussi dans ces différents régimes que je viens de citer. J'aimerais à partir de cela faire la comparaison avec les régimes qui existaient chez nous et qui permettaient à nos ancêtres de se gouverner, de s'auto-gérer. Alors, pour les régimes, en Afrique, nous avons plusieurs régimes. Nous avons les régimes qui s'apparentent à la royauté, comme chez les Akans, qui ont les mêmes principes que les régimes que je viens de citer. Une personne détient tout le pouvoir et gère toute la cité. Nous avons les régimes de chefferie qui existent chez nous, qui sont des régimes où il y a un responsable avec ses notables qui partagent le pouvoir et qui gèrent ensemble la société. Donc, les régimes de chefferie qui existaient chez nous, qui existent toujours chez nous, ce sont des régimes où une personne
héritait de son père. C'était du père au fils pour gérer la société. Et cette gestion était partagée entre les notables des quartiers ou des familles à qui le chef se confiait, soumettait les problèmes de la société et les gérait ensemble. Voilà ces différents régimes qui ont existé, qui continuent d'exister. Et ensuite, nous sommes passés aujourd'hui à la société dite démocratique. Qu'est-ce que la société démocratique? Alors, la démocratie, c'est quoi? Démos, le peuple, et cratie, le pouvoir. Donc, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Avant d'aborder la démocratie que nous vivons aujourd'hui, retournons encore dans l'histoire des hommes. Nous avions dans le temps tout le monde a entendu parler de la Grèce. Tout le monde a entendu parler de peuples grecs. Ceux-là même qui ont inondé notre vie politique avec leur philosophie, avec leur science. Dans le temps, il existait une ville qu'on appelle Athènes au sein de la Grèce. Athènes était une république. Et c'est à partir de cette république que tout le monde a essayé de copier la démocratie d'Athènes, la république d'Athènes. Pour que Athènes puisse atteindre la démocratie, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans le temps, dans la Grèce antique, toute personne endettée, surendettée, qui ne pouvait pas payer sa dette, devenait systématiquement esclave. Toute personne endettée ne pouvant pas payer sa dette se soumettait à l'esclavage. C'est ainsi que le peuple d'Athènes a réfléchi. Avant Jésus-Christ, 500 ans avant Jésus-Christ, le peuple d'Athènes s'est réuni et a choisi un modèle de société. Ils ont commencé par se réunir dans les arènes pour décider ensemble par le choix, en choisissant des personnes pour un sujet donné. Quand il y avait un sujet à traiter, on faisait venir tout le monde dans l'arène et on faisait un tri, on faisait un choix parmi le peuple qui était rassemblé et on leur soumettait le dossier du jour à traiter. Et c'est ainsi que Athènes a pu évoluer en disant, pour que chacun soit en égalité vis-à-vis de la loi, en égalité vis-à-vis de la parole, nous allons supprimer l'esclavage. Nous allons supprimer l'esclavage. Et comme nous sommes des êtres humains, nous détenons la capacité de réfléchir, nous détenons la capacité de discuter, nous allons supprimer l'esclavage par endettement pour que le peuple soit libre et soit en égalité vis-à-vis de la loi. C'est ainsi que Athènes a supprimé l'esclavage vis-à-vis des personnes endettées et a donné la liberté et l'égalité à son peuple afin qu'il puisse discuter à part égale face à une situation, que les gens aient la liberté d'expression, la liberté de se défendre, la liberté de se définir, la liberté de procréer, la liberté d'entreprendre. Et c'est ainsi que Athènes à travers sa décision, à travers le travail qu'il a fait, a permis à la société athénienne d'être libre, d'être égale face à la loi et face à tout ce que la société peut produire. Et c'était dans les années 508 à 507. Et c'est grâce aux réformes de Clisthène à Athènes que Athènes a connu la liberté d'expression, la liberté, l'égalité dans sa société. Ce qui signifie que tout le monde était mélangé, il n'y avait plus de ségrégation entre le pauvre et le riche.
le pauvre pouvait emprunter les mêmes chemins, les mêmes artères, les mêmes moyens de transport que le riche. Ainsi, Athènes est devenue un modèle pour tout le monde. Athènes est devenue un modèle pour toutes les autres contrées de la Grèce. Toutes les autres contrées de la Grèce ont commencé à copier sur le modèle d'Athènes. Athènes, grâce à ses opérations, grâce à son travail, a permis l'isonomie, qui est l'égalité, et l'égalité devant la loi, et l'isogoria, qui est la liberté de parole pour tous, par tous, dans la cité. Donc, nous pouvons dire que grâce à Athènes, à la République d'Athènes, nous avons pu évoluer vers un autre moyen, vers un autre régime qui a permis aux hommes de se libérer des chaînes qui étaient dans la société. Et nous devons beaucoup à cette philosophie d'Athènes, de la République d'Athènes, qui permet aujourd'hui à tout un chacun de pouvoir disposer de sa liberté et d'être égal face à la loi. Si nous revenons sur la démocratie, démos, qui est le peuple, et cratie, qui est le pouvoir. C'est l'exercice du pouvoir par le peuple, pour le peuple, et ensemble diriger, gérer cette société pour que nul ne puisse se sentir opprimé, pour que nul ne puisse se sentir oppressé et que le pouvoir ne soit pas toujours entre les mains des mêmes personnes. Le problème que nous allons poser aujourd'hui à travers la démocratie, c'est de se poser d'autres questions. Est-ce que la démocratie ne tend pas vers la tyrannie de la majorité ou la démocratie ne tend pas encore vers les autres régimes que nous avons cités tout à l'heure, puisqu'il y a une majorité qui exerce la pression sur la minorité. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cette démocratie? Y a-t-il encore d'autres choses à apporter à la démocratie pour qu'elle soit effective, que nous puissions l'exercer correctement dans notre société? C'est à cela que nous devons réfléchir. Puisque nous avons les outils entre nos mains, nous avons la possibilité de pouvoir nous exprimer, d'apporter comme on dit généralement, notre pied à l'édifice. Nous avons hérité d'un pouvoir qui permet à tout un chacun de se libérer de ses chaînes et de s'exprimer et de faire des propositions. Donc, nous sommes les personnes présentes. Nous aimerions évoluer vers une démocratie effective. Que faire pour que cette démocratie, nous puissions apporter notre pied à l'édifice et la rendre effective? C'est en cela aujourd'hui que nous allons réfléchir. La chose sur laquelle nous devons nous pencher, c'est quel régime politique organise l'attribution du pouvoir de telle sorte que tous les citoyens aient une chance égale à l'obtenir, à l'exercer, ce pouvoir, sans que certains d'entre eux soient privilégiés et d'autres exclus. La seule condition qui détermine aujourd'hui la démocratie, c'est la possibilité que tout le monde, chacun de nous accède à ce pouvoir, que nul ne se l'approprie, que nul ne s'accapare du pouvoir pendant X temps. Les députés, vous avez des députés qui sont élus pendant des dizaines d'années, de 3, 4, 5, 6 mandats. Est-ce que nous devons laisser un député être élu pendant 5, 6 mandats alors que chaque mandat fait 5 ans? Dans la société, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui peut être député au bout de 2, 3 mandats? Dans la société, n'y a-t-il pas des personnes qui peuvent être des maires? Dans la société, n'y a-t-il pas des personnes qui peuvent être des conseillers généraux? Ce sont des questions que nous devons nous poser, des questions auxquelles nous devons répondre pour que nous puissions amener la démocratie dans sa splendeur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je demande à tous ceux qui vont s'inscrire dans ce mouvement, le verger de la démocratie. C'est un nouveau mouvement que nous mettons en place et ce mouvement doit étudier les principes
de la démocratie. On ne peut pas parler de valeurs parce que les valeurs sont subjectives. Nous n'avons pas les mêmes valeurs comme nous disons toujours. Mais une société a des principes qu'elle se donne, des principes qu'elle se dicte, des principes qu'elle met en commun, que toute la société met en commun, que nous devons respecter, qui ne sont pas discutables parce que avant l'application de ces principes, nous avons discuté et nous en avons déduit ces principes que nous avons établis. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'observe les comportements des uns et des autres sur le terrain politique, je me demande si les principes qui ont été établis ont été signés par tous ou ont été imposés à tous. Voilà la question sur laquelle je termine aujourd'hui cette première vidéo qui va nous permettre de revisiter un peu les principes de la démocratie. Les valeurs de la démocratie sont différentes des principes de la démocratie. Les valeurs sont des valeurs subjectives discutables. Et c'est pourquoi tout le temps nous disons, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Tes valeurs ne sont pas les miennes. Mais les principes d'une république sont les principes qui s'adaptent à tout le monde, qui s'imposent à tout le monde, puisque tout le monde a contribué à mettre en place ces principes. Donc, voilà une vidéo sur laquelle j'aimerais que vous, futurs militants du mouvement Le Verger de la démocratie, vous deviez écouter avec attention et approfondir les études concernant la République dans laquelle nous voulons nous intégrer. La République ne reconnaît plus ni ethnie, ni frontières, ni région, ni appartenance de classe sociale. Une république est établie avec des principes. Une république répond à des principes. Sur ce, je vous souhaite bonne étude et bonne lecture. Merci.